Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui explore la parentalité du XXIe siècle sans filtre, avec humour, expertise et bon sens. Chaque lundi, on soulève une question d'actualité éducative. Chaque mercredi, on ouvre le débat avec un invité spécial et 2 de nos 9 experts permanents pour enrichir la réflexion. Et chaque vendredi, place à l'épisode complet avec en plus la question d'un parent et notre incontournable quiz parents-palargues. Une dose de réflexion, une pincée de fun et surtout beaucoup de bienveillance pour accompagner les parents dans leurs défis du quotidien. Génération Parents, c'est votre rendez-vous 3 fois par semaine pour coller à votre rythme et rester un parent connecté avec moi, Solène Beauquillon-Legoisier, et toute une équipe de passionnés pour penser une parentalité éclairée, vivante et ancrée dans les défis du XXIe siècle. Et nous démarrons avec la présentation des invités. Cette semaine, nous avons une émission spéciale avec non pas une, mais 2 invités extraordinaires, toutes 2 autrices de livres qui viennent de sortir sur le sujet brûlant des écrans. Alors d'abord, on a notre experte permanente, Marie-Colette, fondatrice de Graines de Citoyens, spécialiste de l'éducation au développement durable. Marie, ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ravie aussi. Et nos 2 invités spéciales, Amélia Matar, que vous connaissez, mais qu'aujourd'hui on a en invitée spéciale, entrepreneuse, autrice, experte en éducation au numérique. Amélia, tu es la cofondatrice de Coloris, une entreprise sociale qui a déployé des activités d'éducation au numérique sans écran auprès de 40 000 enfants dans 84 villes en France. Tu as aussi publié plusieurs ouvrages, dont le tout dernier s'appelle Les écrans, ça s'apprend, avec une préface de Serge Tisseron. Ton parcours est très inspirant. Tu es né à Bondy, tu es passé de l'Université de lettres modernes à l'École de management de Grenoble. Tu as fait carrière dans le marketing digital chez Greenpeace et Nouma avant de créer Coloris en 2017. Et en 2021, tu as reçu le Bold Future Award qui récompense les créatrices d'entreprises innovantes. Et en 2022, Coloris a été agréé comme entreprise solidaire d'utilité sociale. Et depuis l'année dernière, Coloris a rejoint le programme Tralalaire où il y a notamment Internet sans crainte. Bienvenue Amélia. Merci. Et ensuite, nous avons Virginie Sasson, directrice adjointe du CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Virginie, tu es docteure en sciences de l'information et de la communication. Tu as enseigné à l'Institut français de presse de l'Université Panthéon-Assas Paris 2. Tu as été membre de l'Observatoire Médias et Éducation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et tu es à l'initiative du fameux guide illustré La famille tout écran qui propose des conseils pratiques en éducation aux médias et tu viens de coécrire avec François Saltiel, journaliste producteur de La Fabrique de l'information, sur France Culture, un livre qui fait déjà beaucoup parler, Faire la paix avec nos écrans. Dans un contexte où la sémantique sur le numérique est très anxiogène, on parle de submersion, schizophrénie, barbarie, vous proposez un soulagement avec cette approche apaisée. Merci Virginie, on est ravis de t'avoir avec nous. Bonjour. Alors, on va parler de différents sujets. Comme d'habitude, on a un sommaire assez dense avec une actualité de la semaine. Vendredi, les résultats des évaluations nationales de 6e de 2025 sont sortis. Donc, on va un petit peu faire le tour pour savoir où en sont nos enfants. Et on a pour une fois des bonnes nouvelles. Donc, on va les partager. Ensuite, on parlera du débat de la semaine. Écran entre peur et éducation, 2 livres, 2 approches complémentaires. Puis, nous aurons la question de parents. Comment accompagner mon ado sur les réseaux sociaux sans être intrusive? Et enfin, le quiz parents pas largués. Allez, c'est parti. On démarre avec l'actualité de la semaine. Donc, il y a les résultats des évaluations nationales de début de 6e qui viennent de tomber. Plus de 810 000 élèves ont été évalués dans plus de 7 000 établissements. C'est la 9e édition depuis 2017 et ces chiffres nous en disent long sur l'évolution de nos systèmes éducatifs. Qu'est-ce que ça donne concrètement?
En français, les nouvelles sont plutôt bonnes. D'abord, sur un an, c'est stable entre 2024 et 2025. Pas de dégradation, c'est déjà ça. Et si on prend du recul depuis 2017, là, on voit qu'il y a une vraie amélioration. En 2017, il y avait presque un tiers des élèves, 31,7% exactement, qui étaient dans les groupes les plus faibles. Aujourd'hui, ils sont à 27,8%, donc on gagne 4 points en 8 ans. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que dans les quartiers prioritaires, les REP+, là, c'est carrément une success story, puisqu'en 2017, on avait 60,7% des élèves qui avaient une grande difficulté, et aujourd'hui, ils ne sont plus que 53,9%. Donc, on a presque gagné 7 points. Ça veut dire que les politiques de dédoublement des classes de CP et CE1 marchent. Par contre, le bémol, c'est que l'écart entre les filles et les garçons, 12 points d'écart, ne change pas, lui. Donc, en français, on voit que, 61% des élèves lisent 120 mots ou plus par minute. C'est l'attendu de l'entrée en sixième. Donc tu as 61% des élèves qui sont, dans l'attendu, et on a 14,9 qui lisent 90 mots par minute et qui donc, ont plus, de difficultés. Et en maths, c'est beaucoup plus mitigé, ça s'améliore légèrement, on voit des progrès, sur le REP+, mais on gagne un point, donc c'est pas énorme. Heu et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 11 points d'écart entre les filles et les garçons, donc ça continue à se creuser. Faut garder en tête que tous ces élèves-là qui sont en sixième en 2025, ils ont bénéficié du dédoublement, au printemps 2020, et qu'ils étaient et ça nous rajeunit pas ça, en grande section de maternelle en 2020 quand il y avait, le confinement. C'est des choses à garder en tête parce que ça a certainement aussi un impact sur les résultats scolaires des élèves. Alors voilà, j'ai posé un petit peu le cadre, vous voyez un petit peu, c'est bien, on a quand même des bonnes nouvelles, moi je trouve. Et donc j'aurais voulu avoir vos retours, peut-être commencer par Amélia parce que, toi, vous avez beaucoup d'enfants qui passent par coloris, aussi dans les quartiers, prioritaires. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? Quand même déjà, effectivement, réjouissons-nous de quelques bonnes nouvelles sur la question éducative. C'est pas tous les jours le cas, il y a de l'amélioration, je pense que ça vaut le coup de le relever. Et effectivement, nous, ce qu'on observe, c'est, quand on a l'occasion, de pouvoir intervenir sur des groupes plus petits, la différence est énorme. Donc cette question, des doublements, des dédoublements pardon d'effectifs et voilà de l'effectif, plus généralement, dans les classes, c'est une question majeure, et c'est intéressant de voir que les chiffres, peuvent refléter ces améliorations. Après, c'est toujours, très délicat des chiffres et il faudrait probablement creuser pour voir à quel point, on peut effectivement, établir un lien entre ces dédoublements et cette amélioration. Mais toujours est-il que nous, en tant qu'acteurs terrain, c'est vraiment des ateliers très, très, très différents quand on a 18-20 enfants en simultané ou quand on en a 10. Enfin, ça n'a absolument rien à voir et surtout, effectivement, dans des contextes, de vulnérabilité économique, voilà, où on sait que c'est des contextes qui sont plus compliqués, d'un point de vue éducatif, quoi. Et alors toi, Virginie, qu'est-ce que ça t'évoque ça pas? Et moi, je pense au fait que, là, quand on dit qu'il y a 15% des sixièmes qui ont 3 ans de retard en lecture, est-ce que ça change énormément sur, la capacité qu'ont avoir les enfants à décrypter l'information, en ligne, par exemple? Merci pour ta question, Solène. En fait, on a souvent tendance dans l'éducation média à l'information, au numérique, à opposer aussi les compétences fondamentales, l'acquisition de ces compétences qui restent, effectivement, absolument, essentielles et l'acquisition de compétences qui relèveraient, voilà, d'un numérique citoyen. Je pense qu'effectivement, savoir, lire, savoir compter, savoir raisonner, c'est indispensable pour décrypter, l'information. Pour autant, acquérir des compétences pour comprendre le monde,
numérique et médiatique dans lequel, on vit et comme, ce que fait, Amélia d'ailleurs sans écran dès le plus jeune âge et ce que font, certains enseignants, dès la maternelle, de sensibiliser, les élèves à la manière dont, voilà, les médias et le numérique leur permettent de mieux comprendre le monde et parfois s'exercer aussi. Par exemple, la web radio, c'est un super moyen d'apprendre à écrire pour l'oral, de travailler, justement cette fluence dont il est question. Donc c'est quelque chose qui est quand même, hyper important et après moi j'avais une dernière question, Marie, toi qui interviens sur les enjeux d'égalité filles-garçons, quelle est ta réaction face à ces chiffres? Qu'en fait, il y a Heu, le seul truc qui bouge pas, oui, c'est bah, l'écart voir ouais, garçons voir qui pour va qu'ils se pas dans le dégradent. bon sens, sur les maths, ouais, donc effectivement, moi je trouve que enfin, ce qui me marque, en fait, dans ces études-là, c'est que, souvent on a tendance à confondre, performance et permission. C'est-à-dire que, on se dit, les filles sont moins performantes en maths ou les garçons sont moins performants, en français. On n'a pas le temps de revenir dessus, mais il y a plein d'études qui montrent que finalement, par exemple, quand, les enfants arrivent en CP, les filles et les garçons ont le même niveau en maths et qu'en fait ensuite, assez rapidement, il va y avoir une différence qui va se créer, qui est vraiment une construction sociale. Quand je dis permission, c'est que souvent, quand on est un garçon, on se sent plus autorisé ou en tout cas poussé vers les maths et quand on Mmh. est une fille, on se sent Ouais. plus, hem parce qu'on va entendre autour de nous, il y a des tests aussi qui ont été, menés qui montrent que finalement la perception d'un exercice quand il est, maths ou français, juste parce qu'on perçoit en étant fille ou garçon que c'est des maths ou du français, on va performer différemment. Bon bref, en tout cas, il est, vraiment montré qu'il y a une vraie construction sociale autour de ça. Les enfants sont pas meilleurs en maths ou meilleurs en français parce qu'ils sont des filles ou des garçons à l'origine et le fait que, là dans les chiffres effectivement ça bouge et pas forcément dans le bon sens, pour moi il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je sais pas Mmh. laquelle tu veux en premier. On commence par la mauvaise. La mauvaise, franchement, c'est notamment les écarts qui se creusent, sur les maths. On a l'impression que ça fait des années qu'on a quand même compris ces histoires de stéréotypes de genre, dans l'éducation et qu'on essaye d'agir sur les sujets et donc moi, ça me rend malheureuse qu'on se dise que finalement sur des entrées en sixième, on a quand même des écarts qui continuent à exister, voire qui se creusent. Mais la bonne nouvelle quand même, moi, ce que je pense, c'est que comme on sait que c'est des choses qui sont construites, et ben, pour moi, c'est évident qu'on peut réussir à déconstruire. Mais bon, il reste vraiment du boulot et malheureusement, malgré le fait qu'on est en train de d'essayer de travailler sur ces enjeux-là, bah, il y a encore, à mon avis, pas mal de choses à faire. Sur le français, c'est stable. Effectivement, sur les maths, ça se creuse. Après, d'une année sur l'autre, je pense que ça peut aussi être assez évolutif, ce genre de résultats. Donc, à suivre pour les prochaines études. Eh ben, merci, beaucoup. On va passer maintenant à notre débat. Le débat de l'émission aujourd'hui, c'est écran entre peur et éducation, comment trouver le bon équilibre? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des écrans, chez, Génération Parents, mais je trouvais intéressant d'avoir ce double regard entre Virginie et Amélia qui viennent toutes les 2 de sortir un livre sur le sujet. Aujourd'hui, bah, comme, en fait, tout est très polarisé dans notre société, il faut être pour, il faut être contre. On utilise des mots, comme submersion, schizophrénie, la barbarie des réseaux sociaux, la sémantique, autour du numérique, est assez angoissante. Les rapports, se succèdent, et donc je trouve ça intéressant, bah, de se dire: «On va faire la paix avec, nos écrans» ou, «Les écrans, ça s'apprend». Et là, en fait, on ressent un soulagement. On se dit qu'on va être un petit peu moins, dans un mode où on est tous, en train de culpabiliser, par rapport aux écrans. Mais on sait que voilà, il y a, il y a de l'éducation à faire, sur le sujet parce que, soyons honnêtes, à 8 ans, près de 80 des enfants ont déjà une photo d'eux mise en ligne. Plus de la moitié des jeunes de 11-12 ans, ont un compte sur un réseau social alors que l'âge, normalement, c'est 13 ans. Le premier smartphone arrive à 9 ans. Et puis, en fait, les adultes aussi passent un temps fou sur leurs écrans. Il n'y a pas que les enfants, c'est, en fait, un petit peu une bataille quotidienne, et pour les, parents et pour, les enfants et pour, les adultes même qui ne sont pas parents. Et même, je lisais un article il y a pas longtemps qui disait qu'en fait, ceux qui passaient le plus de temps sur les écrans, là, c'est les retraités. Donc il y a un vrai sujet Toutes aussi. générations, confondues l'enjeu. Voilà, sur les retraités qui lèvent plus la tête de leurs écrans.
Donc on a 2 livres qui sont sortis et qui nous proposent des réponses complémentaires. Donc les écrans, Ça s'apprend d'Amélia, Mattar chez Vuibert et Faire la paix avec nos écrans de Virginie Sasson et François Saltier chez Flammarion. 2 titres, 2 approches, mais un même message: le temps n'est plus à la culpabilité ni à l'interdiction absolue. Et donc, pour commencer, bah, moi j'aurais, voulu déjà, commencer, par toi Amélia, que, tu ton livre s'appelle «Les écrans, ça s'apprend». C'est un titre qui peut surprendre certains parents habitués au discours anxiogène, et plutôt à, «Les écrans, interdisez-les». Pourquoi est-ce que tu as eu ce parti pris, Amélia? Bah, déjà, c'est un peu le parti pris de Coloris, donc que j'ai, cofondé en 2018 avec l'idée que, c'est vraiment très dommage de jeter, bébé, avec l'eau du bain, s'agissant du numérique parce qu'il y a plein de choses très intéressantes et moi, vraiment, depuis, l'enfance, je suis technophile. Je suis vraiment passionnée par la question, des nouvelles technologies, du numérique et encore plus, fascinée par, les dernières avancées. Alors pour autant, je ne suis pas non plus techno, béate, ni techno-solutionniste, enfin plein de mots, voilà, pour dire que parfois, effectivement, on a une forme un peu de béatitude vis-à-vis, de toutes ces solutions technologiques, et voilà, je fais attention à ne pas non plus sombrer, sur ce versant-là. Mais je crois que c'est vraiment très dommage de ne pas collectivement mieux s'éduquer à la question et je m'inclus dedans pour, et ben, diminuer, et essayer d'enrayer tous les effets négatifs liés à l'économie de l'attention, parce que c'est vraiment de ça dont on parle quand on parle, d'effets délétères du numérique, hein. C'est ces, applications, ces plateformes, qui mettent en place des mécanismes de captation de notre attention et de l'attention de nos enfants. Et donc de ne pas s'éduquer, voilà, au détriment de tout ce qu'il y a aussi de formidable et de bénéfique, lié à la technologie, au numérique et même aux réseaux sociaux parce que malgré tout, sur ces plateformes et ben, on trouve, du savoir, de la connaissance, de la possibilité de se connecter à l'autre, voilà, de la possibilité de s'épanouir, en tant que société. Et donc, bah, voilà, le parti pris de dire: «Les écrans, ça s'apprend», c'est, de se dire que, finalement, la technologie, c'est ce qu'on en fait et donc, pour qu'on en réussisse à en faire quelque chose de bien et ben, il va falloir, qu'on s'éduque toutes et tous, à ces sujets, de 0 à 77 ans, effectivement. Mais moi, je dis souvent, je regrette qu'il y ait pas des modes d'emploi ou même des questionnaires, par exemple, avant de démarrer, je sais pas, sur un réseau social, avoir, je sais pas, 10 petites, formations, ce qu'on appelle en anglais l'onboarding là, pour Mmh. se dire: «Voilà, vous allez commencer à utiliser ça et donc voilà, comment ça fonctionne» et je trouve qu'il y a pas de mode d'emploi. C'est vous mettez votre mail, vous créez un mot de passe, vous mettez une photo et puis, voilà, vous êtes, jeté dans le bain et donc d'avoir des modes d'emploi, c'est plus que nécessaire. Virginie, toi, de ton côté, tu parles de faire la paix avec les écrans dans un contexte où les rapports se succèdent avec beaucoup, d'anxiété et dans le livre, vous proposez enfin un peu de soulagement. C'était important pour vous de sortir de cette sémantique anxiogène face aux écrans? Pour compléter, pour faire le lien avec ce que Amélia aussi, disait, c'est que nous, on part du constat qu'on a besoin de développer un techno-discernement, dans nos usages et ce livre, on l'a aussi écrit parce que, on a voulu, faire, une mise en relation entre ce qu'on sait et ce qu'on ressent. Parce qu'avec François, on a 3 enfants et on est aussi, très confrontés dans notre vie quotidienne, parfois des contradictions, des ambivalences et on n'avait pas en fait, connaissance d'un livre qui mixe à la fois, voilà, du savoir, une expertise, mais aussi quelque chose de plus sensible. C'est-à-dire qu'on a beau savoir, ce qu'il faut faire et les bons usages des écrans, parfois, c'est très difficile, à mettre en place. Donc on a voulu partir de nos vulnérabilités aussi et de ces tensions pour, voilà, pour proposer une réflexion effectivement qui soulage, mais aussi qui appelle, heu, à articuler la dimension intime qu'on peut entretenir, avec ces outils et une partie plus collective et effectivement un appel à la curiosité pour développer ce techno-discernement. Oui, d'ailleurs, dans le livre, vous dites, un couple avec 3 enfants et 10 écrans sous, sous le toit. Et c'est vrai qu'on est la première génération de parents, avec des enfants autant connectés, quoi.
et donc on a besoin, Oui, je puis pense, ça de transforme ces le outils. travail parental. Mmh. Et oui, et donc pour vous, le travail parental n'est pas le même? Qu'est-ce que vous développez dans le livre par rapport à ce travail parental? C'est pas le même parce que justement, on a affaire à des Oui, nouveaux outils en fait, qu'on découvre en même temps que les enfants. ça transforme le travail, le travail parental, mais c'est vrai que même dire travail parental, quand on parle de parentalité numérique, ça sonne tellement loin parfois de nos quotidiens. Et Mmh mh. l'idée, c'est aussi de, voilà, de réconcilier, j ce que l'on est, ce que l'on peut faire, la manière dont on vit les choses au quotidien, avec un certain nombre de savoirs qui peuvent aussi apporter, un soulagement et une forme d'émancipation. Des pistes, enfin voilà, d'action, très concrètes pour sortir de cette, conflictualité permanente dans laquelle, nous sommes nombreux, à être plongés. Envers nous-mêmes, conflictualité avec nous-mêmes, mais aussi avec nos enfants. Et toi, Amélia, dans ton livre, tu proposes 10 activités, ludiques, pour introduire les bases du numérique en famille. Est-ce que tu peux nous donner un ou 2 exemples? Oui, effectivement, dans chaque chapitre, voilà, les chapitres sont tous construits de la même manière. Il y a un apport théorique, une interview de Solène d'ailleurs, voilà, de plusieurs experts, une interview d'enfants aussi, parce que j'ai voulu, que les enfants puissent exprimer leur vision, leur point de vue sur ces, différentes facettes, de cette question des écrans. Et chaque chapitre se conclut par, une activité à télécharger gratuitement, qui sont habituellement des activités qu'on propose, en atelier coloris, donc plutôt sur des temps scolaires ou périscolaires. Mais pour un certain nombre d'entre elles, on s'est dit elles étaient tout à fait adaptées aussi à un cadre plus familial et que probablement elles pourraient aussi, permettre, de recréer du dialogue, parce que finalement c'est souvent ce qui manque autour de cette question des écrans, dans les foyers, c'est de pouvoir dialoguer et de pouvoir, s'installer, autour d'une table et partager en famille sur ces questions. Et donc, comme activité pour les plus petits, par exemple, on a, le chercher-trouve des écrans. Le chercher-trouve des écrans, c'est un chercher-trouve, tel que vous le connaissez, voilà, dans toutes les activités que vous proposez, probablement déjà à vos enfants. Mais là, les enfants vont être invités à identifier plein de situations d'usage du numérique dans la ville et à s'interroger: «Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est futile?» On n'apporte pas de réponse parce qu'à vrai dire, il y a pas de réponse, toute faite sur cette question. Mais, on apporte une question justement et on invite les enfants à s'interroger et à se positionner, vraiment en penseur, en acteur, voilà, poser des questions et à pas, simplement se contenter de réponses toutes faites. Donc voilà, il y a le cherche et trouve par exemple. Il y a aussi le jeu de loi des écrans, par exemple. On va sur quelque chose de très, familier, que les enfants connaissent bien. Mais cette fois-ci, on va pouvoir voir avec eux qu'on évolue sur le plateau, favorablement quand on est dans des usages qui sont plutôt bénéfiques et défavorablement, à contrario. Et puis une dernière activité, que je présente rapidement, qui est effectivement aussi, téléchargeable gratuitement. C'est une activité qu'on a fait avec greenIT parce que, et donc ça me permet aussi de faire le lien avec Marie, parce que je trouve que cette question des écrans, souvent, elle évacue, la question plus, écologique, et finalement, des usages, plus raisonnés, plus apaisés, c'est aussi des usages plus écologiques, bien souvent. Et donc on a développé une activité avec greenIT.fr qui s'appelle «L'histoire racontée du smartphone», où les enfants vont se rendre compte du tour du monde que fait le téléphone pour pouvoir être construit et de l'impact et de l'empreinte écologique, du numérique dans nos sociétés. Et voilà, c'est un petit pas de côté, mais qui pour nous, coloris a un lien direct, avec tous ces sujets. Marie, avant est-ce que tu as une question à poser avant qu'on passe un petit peu, à la suite du débat où je veux qu'on parle un petit peu plus de culpabilité? Non, vas-y, on peut enchaîner, pas de problème. Alors, je voulais qu'on parle un peu de cette culpabilité, parce que vos livres, ils nous aident à sortir de la culpabilité là, quotidienne, qu'on a, sur les écrans. Et la culpabilité, des parentale, je trouve qu'elle est quand même énorme aujourd'hui. Enfin moi j'écris beaucoup sur ce sujet et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font d'énormes raccourcis en disant: «Ah bah, c'est facile, il suffit d'interdire», ou alors, «Ah oui, mais moi, en fait, j'y arrive pas, c'est trop compliqué pour moi, vous vous rendez pas compte, je rentre du travail, je dois faire à manger et cetera et puis, bah, c'est facile de les laisser,
devant les écrans, et donc toi, Virginie, dans le livre, vous parlez de cette irréductible dualité des adultes pris entre le droit à la déconnexion et un illusoire sentiment de contrôle. Hem, Est-ce que, cette ambivalence, de nos enfants, de nos ados, ce serait pas, juste le miroir des adultes? Oui, il y a un effet miroir qu'on retourne dans le livre et c'est vrai qu'on est toujours, en fait, traversé entre l'envie de protéger nos enfants et puis, cette envie d'être aussi de donner l'exemple, sans toujours, savoir, comment faire. Mais il y a vraiment pour nous une piste à être dans à la fois l'introspection, c'est-à-dire vraiment le faire le point, un petit inventaire sur la manière dont on peut agir, pas se mettre la barre trop haut non plus sur ce qu'on peut faire et sortir de cette culpabilité, de ce sentiment d'isolement et de découragement. Parce que quand on se met la barre beaucoup trop haut et qu'on veut être dans cette Mmh. parentalité numérique idéale qui exige de la disponibilité, du temps, des expertises, des alternatives, désirables à foison à proposer, voilà, pour faire alternative aux écrans aussi, on a l'impression qu'on sera clairement jamais à la hauteur. Donc il y a quelque chose, voilà, un cheminement à faire vers soi pour voir ce qu'on peut, en fait, concrètement et de manière réaliste et pragmatique, faire. Et puis après, il y a quelque chose à construire avec, aussi avec nos enfants pour sortir de cette culpabilité, construire avec eux, mais aussi construire à l'extérieur, je dirais, de nous-mêmes et du couple. Donc il faut vraiment articuler, voilà, cette dimension intime et collective parce qu'on va pas s'en sortir tout seul. Enfin, clairement, on a besoin d'en parler, on a besoin de se sentir aidé, on a besoin, aussi de se tourner vers des associations qui peuvent, faire, voilà, nous aider vraiment à la fois à poser des mots sur ce qui se passe, mais aussi à nous aider à éduquer nos enfants. Il faut se tourner aussi vers l'école. Enfin voilà, je trouve qu'il y a cette idée de sortir, de cette culpabilité et de cet isolement qui est lié aussi à la fois à un standard qui est, à mon sens, mis beaucoup trop haut sur ce qu'est la bonne parentalité numérique aujourd'hui, peut-être même la parentalité, tout court. Et puis à mettre du collectif, du commun sur cette question des écrans parce que bien souvent, c'est un espèce de face à face, conflictuel et solitaire qu'on vit chacun dans nos familles et dès lors que je pense qu'il faut voilà et peut-être que dans le fait de le penser de manière collective, il y a quelque chose de politique au sens premier du terme. Oui, et d'ailleurs là, il y a eu un amendement là qui a été, déposé, j'ai vu ce week-end, par un député, qui lui, veut aller encore plus loin puisqu'il a déposé pas un amendement, un projet de loi pour interdire les smartphones, complètement, aux moins de 15 ans. Donc je pense que ça va donner, encore lieu à beaucoup de débats. Amélia, toi qui travailles avec des milliers de familles, tu la rencontres cette culpabilité? Énormément et on voit bien que, Virginie parlait de techno-discernement. Effectivement, on a du mal à mettre le curseur, pour savoir quelle réponse parentale apporter à cette situation et je trouve que c'est intéressant de voir aussi cette question des écrans comme une réaction collective, face à un stress énorme. En fait, les écrans provoquent chez nous une espèce d'angoisse, de peur, irrationnelle presque et ce qu'on sait, c'est que la réponse à la peur enfin, il y a 3 types de réponses, très courantes. Il y a le combat et on voit bien que c'est exactement ça, ce qui se passe avec les écrans. Le freeze, donc le figement ou le la fuite et on essaye, effectivement de trouver la bonne réponse parmi toutes ces réponses, mais finalement, la vraie bonne réponse, c'est, l'apaisement, notamment celle que proposent, Virginie et François, c'est-à-dire de regarder le problème avec beaucoup plus, de curiosité, je pense que ça passe aussi par, encore une fois, une éducation, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se joue derrière, quels sont les acteurs, quelles sont les mécaniques, quelles sont les grandes dynamiques, sociologiques, économiques, qui font qu'effectivement on est, tous collectivement, pris dans cette espèce de tourbillon numérique pour, pouvoir apporter des réponses qui soient, vraiment efficaces. De combattre, de fuir ou de se figer, aucune de ces 3 réponses n'est vraiment satisfaisante, ni à un niveau, individuel, familial, ni à un niveau collectif, et donc voilà. Mais juste avant, Virginie, je voulais que, justement, tu nous partages là, dans le livre, vous dites, entre, se déconnecter totalement et laisser faire, il y a un monde. Et dans votre livre, vous tentez de réconcilier cette dualité, sans diaboliser et donc, c'est quoi la recette? Comment faire? Parce qu'en fait, on est tous à la recherche de cet équilibre.
qui sera, je pense, jamais parfait et qui sera aussi, différent d'une famille à une autre. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que la parentalité aussi, c'est quelque chose de très intime dont on hérite, qui est pas, voilà, qui est pas, transférable, d'une famille à l'autre et donc il y a quelque chose, voilà, qui rend les modes d'emploi et les guides de bonne conduite, voilà, un peu trop, carrés, difficilement, conciliables avec la diversité. Donc nous, dans le livre, on essaye de faire une philosophie un peu générale et pratique pour, aborder ces questions-là, avec, voilà, à la fois, de manière, très concrète, mais aussi, très ouverte, en fait. Enfin, chacun fait, à partir de là où il est, selon là où il vit, les aides qui l'entourent, l'environnement, dans lequel il est. Mais, voilà, en gros, pour nous, l'acronyme, PLAY, qui est une invitation à être ensemble, à jouer ensemble, elle structure, en fait, cette philosophie et c'est un acronyme, donc le P pour partager la vie numérique de nos enfants. On sait que de nombreux parents ne savent pas ce qui se passe en fait, en ligne. Ils ont assez peu de curiosité à l'endroit de la vie numérique, de leurs adolescents. Le L pour libérer du temps sans écran parce que ça reste quand même un besoin fondamental dans la vie de famille et dans notre, vie, d'individu d'avoir ces temps, de déconnexion qui sont des temps, qui doivent aussi être ritualisés. Le A, c'est pour accueillir les émotions parce qu'on est dans cette vie, sans cesse immergée, et que la vie, qu'on vit, sur les réseaux sociaux, quand on y est, elle demande un travail émotionnel intense et qu'il y a aussi toute cette partie des émotions, en fait, qui n'est pas forcément aussi, pris en compte, que ce soit pour nous-mêmes ou aussi avec nos enfants. Et le Y, du play, c'est le yes or no, donc c'est-à-dire poser un cadre qu'on construit, avec nos enfants réaliste, qui est évolutif, qui est clair. Parce que en fait, anticiper, ça soulage aussi. Savoir à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Et puis après, voilà, on l'adapte aussi selon les enfants, selon le contexte. Il peut y avoir des yes day, hein, on met le cadre en pause et on s'autorise voilà, à faire autre chose ou autrement. Mais je crois qu'en tout cas, on a besoin, voilà, dans nos familles, de poser voilà, cette philosophie, de la réfléchir, de la dialoguer avec de la mettre en dialogue avec nos enfants, mais aussi on a raison d'avoir des attentes vis-à-vis, des plateformes et des pouvoirs publics parce qu'on a besoin de nouvelles, normes sociales, pour protéger nos enfants. Enfin, je pense que tout à l'heure quand tu parlais de submersion, de barbarie et cetera, il faut pas minorer non plus, hem, voilà la réalité de ce à quoi, nos enfants et les adolescents sont confrontés en ligne s'ils ne sont pas protégés et aujourd'hui on va pas se voiler la face non plus sur, toutes tous ces risques qui sont réels. Donc voilà, il faut je pense à l'échelle familiale, se voilà, se mettre en accord avec, un certain nombre de principes fondamentaux, notamment aussi, donner l'exemple, être curieux, pouvoir, voilà, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et toutes les ressources aussi qui parfois, donc qu'on ignore des associations de quartier ou de proximité et aussi, s'armer, d'un point de vue citoyen pour savoir ce qu'on exige, des plateformes et des pouvoirs publics, de l'école. Et bah, ça fait une très bonne, transition parce que, moi je voulais, parler du fait que dans le livre, vous dites qu'il faut un petit peu, démystifier, la Silicon, Valley, et démystifier tous ces prophètes, ou qui n'ont, pour vous aucun crédit pour s'autoréguler et j'avoue que je suis assez alignée avec vous puisque je ne cesse de répéter que par exemple, chez Meta, l'intérêt premier, c'est faire de l'argent, c'est pas du tout l'intérêt de nos enfants et quand on voit, toutes les dernières nouveautés qui ont été faites, par, les GAFAM, et TikTok sur, l'ajout de l'IA et cetera, on voit qu'ils testent sur nos enfants avec des effets délétères, des discussions, pédopornographiques, enfin voilà et que, ils sont en mode: «On verra après s'il y a des dégâts et on ajustera après, alors que le mal, est déjà fait. Donc est-ce que tu pourrais aussi, nous parler de, bah, voilà, pourquoi est-ce que, il faut qu'on arrête de glorifier, la Silicon, Valley? Ouais, alors je pense que, enfin les réseaux sociaux, ils ont 20 ans.
Tu vois? Donc c'est à la fois très vieux et très jeune. On a eu une première décennie d'enchantement parce que, c'est vrai, puis Amélia le disait, enfin la promesse aussi de ces réseaux sociaux qui sont réseaux sociaux au départ, c'était se mettre voilà, dans Complètement. de nous permettre de développer de nouvelles formes de sociabilité, d'identité, d'exploration aussi, de ces nouvelles voies, des voies qui étaient sous-entendues auparavant, une nouvelle forme de représentativité de certains sujets dans la sphère, publique. Donc ça, c'était absolument réjouissant et ces 10 dernières années, on a vraiment été dans une séquence de désenchantement total vis-à-vis des réseaux sociaux, sachant, bah, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que le modèle économique primera toujours, en fait, sur notre, santé mentale et sur, et il y a aussi eu, parallèlement, un phénomène, massif de désinformation de plus en plus sophistiqué, de plus en plus un débat public qui se polarise, et dans lequel, on voit bien que, voilà, les industries du numérique, n'ont pas forcément œuvré, ni pour, la protection des mineurs, ni pour la démocratie, pour le dire extrêmement rapidement. Donc, voilà, c'est ce constat, qui fait que ça relève de notre, voilà, devoir citoyen de développer ce techno-discernement, tout en étant, tout à fait conscient que tout ne peut pas reposer sur nos épaules et qu'on pourra protéger nos enfants autant que possible d'essayer de contrôler, les contenus et cetera. Si, les eaux dans lesquelles ils se baignent sont, sans cesse polluées, on pourra leur apprendre à nager. Mais je veux dire, voilà, il faut être conscient aussi, heu, qu'on ne peut pas, tout contrôler, d'avoir une certaine forme, voilà, d'exigence, mais lucide, en fait et assez, voilà, sortir de cette croyance que, le modèle économique ne sera pas la seule boussole. C'est la seule boussole. Et du coup, je rebondis avec Amélia parce que toi, Amélia, donc Coloris, c'est une start-up qui apprend à coder la tech aux enfants et vous êtes, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc toi aussi, tu penses que, les GAFAM, on peut plus leur faire confiance et qu'il faut trouver une autre voie? Très clairement, quand on dit les réseaux sociaux, on parle de finalement quelques réseaux sociaux qui se comptent, presque sur les doigts d'une main. Ouais. Et qui effectivement tous répondent à une logique, qui est, strictement la même, de gain illimité, d'argent sur le dos, de l'attention de nos enfants et de la nôtre. Et donc effectivement, ce qui importe, à ces plateformes, c'est pas du tout la qualité des contenus qui, sont proposés, ni la véracité de ces contenus. Donc, effectivement, que, l'information véhiculée est juste, nuancée et cetera. Pas du tout, bien au contraire. Ce qui importe, c'est véritablement la quantité et cette quantité, elle est directement corrélée à, des contenus qui vont susciter les émotions les plus fortes possibles, donc qui vont être qui peuvent, très souvent être faux, qui peuvent être choquants et donc oui, Virginie fait bien de le rappeler, il faut, quand même être très lucide sur, la nocivité, de ces plateformes telles qu'elles existent aujourd'hui. Cela étant dit, effectivement, les réseaux sociaux, ça pourrait être autre chose et ça pourrait être d'autres plateformes et on voit quand même émerger, très difficilement et c'est encore très, très marginal et très anecdotique, mais voilà, peut-être que c'est un signal, faible qu'il faut, écouter et qu'il faut, amplifier. D'autres réseaux sociaux, qui ne répondent pas à ces logiques algorithmiques, de super profit, et donc de piètre qualité, des contenus, mais qui répondent à cette promesse originelle effectivement de connexion, de partage de connaissances et donc voilà, bah, peut-être que je suis un peu, comment dire? Naïve, mais j'aime bien je revendique ma naïveté, Oui, peut-être. et voilà et j'espère qu'on arrivera à faire émerger, d'autres, plateformes et qu'après cette séquence de désenchantement, on verra une nouvelle séquence de réenchantement à nouveau parce qu'enfin, d'autres acteurs réussiront, à répondre à cette belle promesse initiale. On verra, c'est l'avenir nous le dira. Alors pour finir, ce débat, moi je voulais qu'on parle, du modèle qu'on est pour nos enfants et donc question cruciale, comment être crédible face à nos enfants quand nous-mêmes on est scotchés sur nos téléphones? Donc Virginie, dans le livre, vous racontez votre expérience de parent. Vous faites comment au quotidien? Est-ce que les règles des enfants sont les mêmes que les règles des parents? Non, mais au quotidien, on est confronté, à nos contradictions, surtout les adolescents, bah, franchement, ils laissent rien passer et puis nous, on en parle beaucoup à la maison donc franchement,
on mesure à quel point, le chemin qu'on doit faire pour être exemplaire est encore long. Parce que, voilà, c'est difficile et c'est très puissant, et la question de la technoférence, c'est-à-dire la manière dont finalement, une notification, va, détourner notre attention la manière dont, voilà, l'envie d'aller se connecter sur des réseaux sociaux parce qu'on vient de faire un post va peut-être prendre le pas sur, cette capacité à être attentifs les uns aux autres. Donc nous, on est pleinement Mmh. conscients de ça et voilà, je pense qu'ils développent leur esprit critique sur, Mmh. l'impact de la technoférence, que ça a sur notre capacité à être, attentif à eux. La question, c'est celle, de l'attention et du soin qu'on se porte, les uns aux autres et de mettre, les écrans à une place qui est juste et donc je pense que enfin, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de préserver, des moments d'attention, des pactes finalement d'attention et puis d'apprendre ensemble et de grandir ensemble et tout en posant, bah, voilà, ce cadre parce que les enfants, en tout cas qui sont petits, ont vraiment besoin aussi de limites qu'on doit, sans cesse, expliquer. Donc voilà, on grandit ensemble et je pense qu'on est aussi, très, voilà, cette curiosité d'apprendre, ce non-jugement, vis-à-vis de ce qu'ils font pour mieux comprendre, comment poser des limites aussi. Je pense aux jeux vidéo, je pense aux réseaux sociaux. Je pense que plus on sait, ce qu'ils font, plus on est curieux à cet endroit-là, sans forcément tout laisser passer et plus on a des facilités à poser des limites. Sur la curiosité, j'en parlais encore, samedi matin, on faisait une table ronde, éducation, éducation, réseaux sociaux et cetera avec Amélia à l'école, 42. Et en fait, j'ai posé la question aux parents: «Qui connaît Inoxtag? Qui connaît Léna Situation? Qui connaît Squeezie?» Et en fait, je trouve qu'il y a un énorme manque de curiosité de la part des adultes de ce que les enfants font, dans les écrans, quoi, et qu'il faut absolument restaurer ce dialogue et qu'on est un petit peu en mode, je vais dire envie de dire vieux schnock et ça me fait penser à quand mes parents me disaient, «Ah là là, nous à notre époque, nos parents ils nous disaient que les Beatles, c'était le diable» et bah, aujourd'hui en fait, les parents ils mettent tout dans les écrans et ils sont en mode: «Ouais, tes écrans, tu es trop dessus avec tes trucs débiles», sans essayer de voir vraiment, ce qu'il y a, ce qu'ils regardent, la créativité et les personnes, ultra intéressantes qui peuvent y avoir aussi, derrière leurs écrans. Mmh. Amélia, toi, tu aussi, tu es maman. Tu appliques ce que tu prêches. Tes enfants, ils ont accès aux écrans à la maison? Oui, oui, clairement, ils ont accès aux écrans et quelque chose que je fais pas mal avec mon fils et c'est marrant parce que pas plus tard que ce week-end, il est venu me chercher pour qu'on le fasse ensemble, c'est jouer à Brawl Stars et alors pour le coup, Ouais. c'est complètement contre-intuitif, enfin vraiment, c'est vraiment pas le jeu. Si j'avais pas d'enfant garçon de 11 ans, enfin peut-être il y a des filles aussi qui jouent d'ailleurs, mais je ne jouerais certainement pas à Brawl Stars. Déjà, je suis pas joueuse du tout de jeux vidéo, encore moins celui-ci. Mais il aime tellement ce jeu et on est tellement dans une démarche de limitation, parce que c'est un jeu clairement qui, s'inscrit, parfaitement dans l'économie de l'attention avec plein de Mmh. systèmes de récompense, plein de systèmes, de captation pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Malgré tout, il adore, tous les copains y jouent et cetera et c'est vrai que depuis que moi aussi j'y joue et ben, ça crée un espace, où on peut dialoguer, où on peut, voilà, se retrouver autour de ce jeu, où je peux me faire bâcher parce que, j'ai tendance à mourir un peu vite. Et je trouve, très sincèrement, que les limites sont mieux entendues, sont mieux, respectées depuis que je suis moins dans la stigmatisation de ce jeu et le jugement, voilà et le dénigrement parce que c'est vrai que, voilà, je plaide coupable. J'ai eu tendance à dire: «Mais c'est quoi ce truc? Écoute», voilà et à juger et à dénigrer ces pratiques et depuis que j'ai changé, un peu mon fusil d'épaule et que, voilà, je me mets à côté de lui et qu'on joue ensemble et qu'il vient me chercher pour jouer, ça j'avoue que c'était ma petite victoire. Il est venu me voir en me Et disant: «On fait une petite partie Brawl Stars maman?» «Bon allez, OK». ouais et puis je pense qu'ils adorent parce qu'ils sont meilleurs que nous et donc Bah, c'est franchement là, ce week-end j'étais pas mal et il était assez fier de moi parce que du coup on joue en équipe en fait. On est tous les 2 dans la même équipe et donc on mmh, joue contre d'autres dans la même équipe. Enfin clairement ça et je mmh. pense que c'est vraiment,
hyper, hyper important d'avoir ce lien, de choyer ce lien, avec son enfant, quand on parle des écrans, enfin, quand on parle d'éducation au sens large, mais encore plus sur cette question des écrans, ça permet quand même de faire passer pas mal de messages, quoi. Bon et pour finir, je vais me tourner vers Marie parce que Marie, dans ton approche du développement durable, tu parles beaucoup d'exemplarité. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est pareil avec les écrans? Est-ce qu'on fait la même chose? On trie nos déchets en tant que parents pour expliquer à nos enfants qu'il faut les trier? Est-ce qu'on doit demander, à nos enfants de faire ce que nous-mêmes on fait? Non, j'adore. En fait, alors moi, effectivement, moins spécialiste de la question des écrans, je n'ai vu que des parallèles avec, ce que je fais moi sur la question, du développement durable, sur des sujets qui peuvent être anxiogènes, qui peuvent être compliqués, sur lesquels on a une réaction de peur et donc parfois de disproportion, ou parfois on entend tellement de choses qui nous inquiètent que, bah, finalement, on va plutôt prendre la solution de la fuite ou de se dire: «Bah, finalement, j'ai plus envie d'entendre, parler d'écologie parce que voilà, ça c'est trop, ça fait peur», enfin bref. Et du coup, ça m'a vraiment hyper intéressée et moi, ce que je dis souvent sur le développement durable, c'est qu'on n'a pas besoin de gens qui sont des écolos parfaits. On a vraiment plutôt besoin d'avoir un maximum de gens qui sont en chemin, qui sont pas, forcément, voilà, enfin, il faut pas viser la perfection, il faut juste viser d'être cohérent et d'être transparent, sur, son chemin et donc c'est là où je trouve que ça a vachement de parallèles avec tout ce que vous avez expliqué sur les écrans, où finalement pour moi les enfants ils ont pas besoin, d'avoir des parents parfaits. En fait, ils ont besoin d'avoir des parents peut-être prévisibles ou en tout cas d'avoir des choses qui sont, compréhensibles en termes, de règles. Je vous raconte, moi j'avais une petite fille, qui m'avait dit, dans un des ateliers que j'animais, qui me disait: «Ah mais moi ça m'énerve, quand papa il me dit, "J'arrive" et puis en fait il reste 10 minutes sur son portable, scotché à son portable». Et en fait je trouve, enfin ça m'a fait penser à ce que vous racontiez aussi. En fait, elle était pas fâchée du fait que son papa était sur l'écran, elle était fâchée que de pas savoir ce qui était vrai, à quel moment il allait vraiment venir et du coup, je trouve que, bah, enfin voilà, l'idée, c'est pas évidemment de bannir les écrans ni d'être complètement irréprochable. C'est là où je fais aussi le parallèle avec, vraiment ce en quoi je crois pour, le développement durable, mais c'est plutôt de créer une règle miroir quoi, ce que vous expliquiez, on annonce ce qu'on va faire et en fait, on est tout à fait capable de dire: «J'ai besoin de 10 minutes pour répondre à tel message ou pour faire telle action» et en fait, dans 10 minutes, je pose mon téléphone et on fait une activité ensemble et en fait, les enfants, ils sont tout à fait, OK avec ça et il y a pas de frustration du tout et je pense que du coup, ils sont peut-être plus capables de, je sais pas comment dire, mais de pas imiter justement cette perfection, de plus imiter cette cohérence de dire: «Il y a des moments avec et des moments sans» et donc du coup, je trouve que voilà, c'est intéressant et que finalement cette notion d'exemplarité, il faut pas non plus mettre une pression, énorme. C'est ce que disait Virginie en disant, 0 écran et cetera, mais plutôt d'être, cohérent avec, ce qu'on essaye d'inculquer en termes de règles, dans la famille et d'être soi-même, cohérent avec ça. Ce qui déjà est pas facile, mais je pense que c'est le meilleur exemple à donner finalement, aux enfants. Merci beaucoup Marie. Puis juste pour conclure, la question de débat, Virginie, Amélia, est-ce que vous pouvez donner un seul conseil aux parents pour arrêter de culpabiliser? Qui veut commencer? Hem, Bah, moi, je veux bien. Je dirais, sur le constat, vous n'êtes pas seul, d'en parler, à des amis, d'en parler, voilà, de créer des cercles, en fait, de soutien sur ces questions-là. Je pense que ça aide vraiment à sortir de l'isolement et il faut pas, en fait, la reconnaissance de la vulnérabilité, c'est pas une faille, c'est pas, voilà, une fragilité non plus qui va nous exposer et je pense que parfois, le fait de se sentir, épaulé par, des amis, des parents de l'école, sur ces questions-là, ça fait vraiment du bien et juste dire: «Mais en fait, c'est compliqué, non?» Donc remettre du collectif, remettre du commun, sans parler et trouver des parents qui galèrent aussi et qui sont pas seuls et quand on est, plusieurs, bah, on se sent moins seul sur ce chemin. Oui, bah, clairement, merci Virginie et je rejoins totalement, cette idée que, être parent tout seul, c'est franchement mission impossible, que d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été parent tout seul, on a toujours été parents dans une communauté donc recréons ce collectif et après, peut-être, un petit tips très, concret, moi ce que je fais souvent quand je prends mon téléphone, c'est que je dis à mes enfants ce que je fais sur mon téléphone. Ce qui me permet moi-même de voir que parfois, mes usages, ne sont peut-être pas, très opportuns sur le moment et que justement je suis en train de faire de la technoférence. Mais, à contrario, quand, j'ai besoin de, voilà, faire une recherche, envoyer un message important, bah, ça leur permet de voir que je suis pas en train de me détourner d'eux, pour aller scroller, ou voilà, pour une activité futile, mais, que je suis vraiment en train de faire quelque chose,
de manière consciente et éclairée. Mais voilà, ça permet aussi effectivement, moi-même de me pointer les moments où je suis en train de m'égarer, dans les méandres de l'économie de l'attention. Ouais, Merci tellement et Marie, moi tu je voulais trouve que rajouter quelque chose? ouais, en fait, ça m'a fait penser là tout à l'heure en entendant Virginie parler et mon fils qui a 10 ans, on est allé faire la visite médicale, tu vois, de contrôle, chez le médecin généraliste qui en fait, est passé sur les différents sujets de comment ça va, dans ta vie et tout ça, les écrans du coup elle en a parlé et elle lui a redit, tu sais, les écrans enfin voilà, elle lui a redit de manière hyper, factuelle, bah, l'impact que les écrans à haute dose pouvaient avoir sur le cerveau, scientifiquement et cetera et voilà, c'était 2 minutes dans la visite médicale, mais j'ai trouvé ça super de finalement avoir quelqu'un d'autre qui en parle avec un autre regard que nous, parents, qui sommes enfin, forcément vus par l'enfant comme celui qui veut m'enlever les choses que j'aime. Enfin, tu vois, il y a ce côté Bah, c'est assez le rôle affectif. carré. Voilà. Et donc, j'ai trouvé intéressant et donc de multiplier finalement ces regards. Là, c'était un regard plutôt médical, mais effectivement, avec l'école et tout ça, ça me semblait hyper important. Et moi, chez moi, c'est vrai que j'ai beaucoup discuté aussi des raisons pour lesquelles je voulais limiter, les écrans, enfin voilà, quelles étaient, mes motivations et en fait, on en a discuté en disant finalement: «Qu'est-ce qui toi te semble juste en termes de temps d'écran ou en termes de contenu auquel tu as envie d'accéder? Qu'est-ce qui serait bien pour toi?» et je trouve que cet échange-là, au final, il fait ressortir que, ils peuvent être aussi hyper raisonnables de dire: «Bah, en fait, moi, 3/4 d'heure, 1 heure par jour, c'est OK parce que j'aimerais faire telle chose et les jours d'école, je comprends qu'il y en a moins que les jours où il y a pas d'école et finalement, le fait de discuter ces règles ensemble, peut-être que c'est plus facile après pour eux de les appliquer, de les comprendre et de les voilà, que ce soit plus concret dans la vie réelle, quoi, pour eux. Eh bien voilà, merci. C'est, la on va conclure ce débat. Donc que retenir? Le temps de la culpabilité et des discours anxiogènes est révolu. Oui, il faut faire la paix avec les écrans, ils font partie de nos 2 mondes. Surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et ces 2 livres sont là pour vous accompagner avec bienveillance et pragmatisme en tant que professionnels et parents. Allez, on passe à nos 2 dernières rubriques. On est un petit peu en retard sur notre timing, donc on va passer à la rubrique «Au secours». Donc, cette semaine, on a reçu ce message d'une maman d'ado de 14 ans. «Mon fils passe des heures sur les réseaux sociaux. J'aimerais le surveiller pour le protéger des dangers, harcèlement, contenu inapproprié, mais je ne veux pas être intrusive et briser sa confiance. Comment trouver le bon équilibre entre protection et respect de son intimité? D'autant qu'il est sur TikTok depuis ses 11 ans et j'ai l'impression d'avoir déjà perdu le contrôle.» Alors Virginie, Amélia ou Marie, est-ce que vous avez des conseils pour cette maman? Super compliqué, je trouve, de donner des conseils quand on connaît pas les gens, la relation, parce que la parentalité numérique, c'est avant tout une question de parentalité. Mais je trouve que déjà se poser la question et d'exprimer ses émotions, tout simplement dire, ben, en fait, j'ai peur de pas te protéger, j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de, voilà, avec ses mots à elle et voilà, et je trouve que ça fait du bien aussi aux enfants de comprendre que, en fait, on n'est pas là, tout le temps pour les embêter et sur leur dos, mais c'est aussi parce qu'on se fait du souci et partager nos inquiétudes tout simplement. Parfois, c'est un moyen aussi qu'ils comprennent ce qu'on ressent et de dire: «Bah, en fait, pour moi, c'est très important de te protéger et j'ai peur que tu sois confronté à quelque chose» et comme ça, chaque jour, entretenir un petit peu le dialogue là-dessus, sans être, hyper lourde et intrusive. Enfin, je prends là avec mes mots et mon ressenti, mais voilà, je trouve que déjà se poser la question, exprimer ça et exprimer son ressenti à son enfant, c'est peut-être aussi une manière de voilà, de poser le dialogue et encore une fois de demander de l'aide autour d'elle si elle a quelqu'un qui voilà, qui est un expert de TikTok ou qui est, un adolescent aussi. Je trouve que parfois ça marche bien aussi d'aller solliciter des adolescents ou des enfants qui sont un peu plus âgés et qui peuvent jouer le rôle de grands frères, grandes sœurs. Avec leur vécu à eux, ça a des fois, carrément plus d'impact que nous, nos bonnes leçons avec, enfin voilà, des expériences en ligne qu'on n'a pas vécues, en fait. Amélia, tu veux compléter? Oui, bah, je dirais aussi, probablement, d'essayer de comprendre 2 autres aspects que juste, les réseaux sociaux en tant que tels. Essayer de comprendre le contexte. Voir, voilà, est-ce il se passe quelque chose, dans le contexte de cet adolescent, dans sa vie qui fait qu'il y est beaucoup connecté? Est-ce qu'il est dans un environnement où tous les copains y sont beaucoup? Est-ce qu'il y va juste avant de dormir? Est-ce que voilà, il peut y avoir,
des éléments de sa vie qui expliquent, ce qu'elle considère comme un usage, visiblement, excessif. Et puis après aussi voir le contenu, peut-être discuter avec lui de concrètement, qu'est-ce qu'il a retenu aujourd'hui, de son scroll, de réseaux sociaux? Quels ont été les contenus, les vidéos, les créateurs de contenu qui l'ont particulièrement interpellé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y apprend? Qu'est-ce qu'il y trouve, comme intérêt? Voilà, essayer de faire parler son enfant des contenus plutôt que juste enfermer, cette question dans un mot valise, voilà, les réseaux sociaux, mais essayer de creuser un peu plus, et de voir de quoi il s'agit plus précisément, quoi. Très bien, bah, moi j'ai juste compilé quelques petits conseils, pour, finir. Le premier, c'est il est jamais trop tard pour établir le dialogue. Vous pouvez lui dire que vous venez d'écouter Génération Parents, que vous avez des nouvelles informations et que vous voulez l'accompagner différemment et donc que réexpliquer un petit peu les choses avec lui. Vous pouvez expliquer la différence entre surveillance et accompagnement. Je vais pas lire tes messages privés, je veux juste savoir sur quelle appli, tu es, de quoi tu parles en général. Donc ça peut être, une solution. Revoyons ensemble les paramètres de confidentialité de ces applications, ça aussi c'est très important. Soyez exemplaires. Si vous lui demandez de pas être sur son téléphone au dîner, faites de même. Si vous lui demandez de pas avoir de téléphone dans la chambre le soir, faites de même et intéressez-vous à ce qu'il fait. Demandez-lui de vous montrer ses TikTok préférés, ce qu'il aime, pourquoi sans juger et surtout, il est jamais trop tard. On n'a jamais perdu le contrôle. Il faut réajuster et dialoguer et garder le lien avec nos enfants. Voilà pour cette question au secours et on va passer sur un petit quiz, notre quiz de fin parents pas largués et là, on va parler un petit peu des adultes. On va parler de vous les parents. On passe notre temps à juger les usages de nos enfants, mais qu'en est-il des nôtres? Et je vous ai préparé un petit quiz, pour vérifier, vos, niveaux de connaissances sur les propres pratiques numériques des adultes. Allez, on Aïe, est aïe, aïe. parti. Question 1. Combien de fois un adulte touche-t-il son smartphone en moyenne par jour? Réponse A, 58 fois. Réponse B, 96 fois. Réponse C, 221 fois. 221. À 200, ouais. C'est ça, 221 fois, selon une étude, qui date alors je pense que ça a dû augmenter parce que ce que Mmh. j'ai trouvé, c'est une étude de 2016, Mmh. et donc ça fait environ une fois toutes les 4 minutes, hein. C'est pas rien si on dit que les smartphones sont devenus les doudous des adultes, et donc c'est 221 fois. Question 2. Quel est le premier geste que font 80 des Français au réveil? Réponse A, embrasser leur conjointe ou leur conjoint. Réponse B, consulter leur smartphone. Réponse C, prendre leur petit déjeuner. Bah, les smartphones, hein. Le A, bien sûr. Et ben, c'est réponse B, consulter son smartphone. 80 des Français consultent leur smartphone dans les 15 premières minutes après le réveil. Beaucoup le font même avant de sortir du lit. Le smartphone est devenu notre nouveau réveil, notre Ah oui, nouveau c'est le journal du réveil. matin, notre nouvelle fenêtre sur le monde. Et c'est vrai que c'est un vrai truc, moi, j'arrête pas de dire à mon fils là: «Bonne habitude, mauvaise habitude». Alors en plus, lui, il a le smartphone, il est dans l'entrée et en fait, il va le chercher le matin, il retourne sur la couette. Il se dit: «Mais non, mais en fait, il faut d'abord que tu petit déjeunes parce que le smartphone ne va pas te nourrir». Ne te dira pas, enfin ne va pas, te donner les vitamines essentielles pour avoir une bonne journée et moi je sais que j'ai cette habitude depuis 3 ans, je prends mon petit déjeuner d'abord et après je vais regarder, Mmh. j'ai eu des mails qui ont été envoyés à 2 heures du mat, ce qui n'arrive jamais. Heu, alors question 3, combien de temps les adultes passent-ils en moyenne sur leur smartphone par jour en France? A 2h30, B 3h30, C 4h30. 3? 4 C 4h30 tu dis, Ouais, Amé 3 heures, je sais pas. Virginie a dit B 3h30. 3h30 et toi Marie aussi 3h30, Ouais, et ben, c'est 3h30. c'est ça, c'est 3h30. En France, les 3h30. adultes passent en moyenne 3h30 par jour sur leur smartphone. Ça monte à ça monte à 4h30, 5h pour les 18, 34 ans et on approche souvent les 5 heures pour les ados.
La différence, c'est que les ados, c'est pour, les loisirs, alors que les adultes, c'est pour souvent le fameux: «C'est pour le travail». Donc voilà, on est un peu, sur, des usages différents. Question 4. Quel pourcentage de parents admet être distrait par leur téléphone lorsqu'ils parlent avec leurs enfants? Réponse A, 35, réponse B, 52, réponse C, 68. 100%. Oh, il a dit 100%. 68, je sais pas. Et bah, c'est réponse C, 68, et en plus, c'est les parents qui admettent, hein. Donc c'est Ouais. clair que ça doit être beaucoup, beaucoup plus. Donc selon plusieurs études, près de 70 des parents reconnaissent être régulièrement distraits par leur téléphone pendant qu'ils interagissent avec leurs enfants. C'est ce Mmh. qu'on appelle la fameuse technoférence dont, Virginie vous parlait dans le livre. C'est l'interface de la technologie dans nos relations. Et nos enfants le remarquent, ils le voient, hein, puisque 54 des enfants disent que leurs parents vérifient trop souvent leur téléphone. Voilà, alors, on fait une petite dernière, pour la route. Quel pourcentage de Français consulte son smartphone aux toilettes? B? Ouais, c'est ça, B, 65. 65 des Français admettent utiliser leur smartphone aux toilettes. On ne peut même plus avoir 5 minutes de déconnexion et le pire, c'est qu'on reproche souvent aux ados de ne pas décrocher, alors que nous non plus. Le smartphone est devenu une extension de nous-mêmes au réveil, au coucher et même aux toilettes. Et allez, je vous en garde quand même une dernière pour la route parce que moi, je la connaissais pas. Quel est le phénomène de la nomophobie? Réponse A, la peur des noms trop longs. Réponse B, la peur d'être sans téléphone mobile. Réponse C, la peur de manquer une notification. Alors, c'est quoi? Sans D'être téléphone, non? sans téléphone. Eh oui, la nomophobie, c'est la peur d'être sans son téléphone. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sortir de chez vous et de vous dire: «J'ai oublié mon téléphone, j'en ai pas forcément besoin, est-ce que je remonte le chercher ou pas?» Et Oui. bah, c'est ça, c'est une anxiété ressortie lorsqu'on est séparé de son smartphone. Mmh. Batterie de vie, oublié à la maison, perte de réseau, ça vous angoisse, vous êtes nomophobe. On sait jamais, tu sais, c'est le truc où tu es Selon une étude, entre 50 et 66 des adultes en souffrent, et on demande à nos ados de se détacher de leurs écrans alors que les adultes sont autant nomophobes que, les ados. Et ben, voilà donc, on en a fini, avec, notre émission. Merci à nos invités Amélia Matar et Virginie Sasson pour cette discussion passionnante et à Marie Colette. J'espère que vous repartirez avec des pistes concrètes pour mieux vivre avec les écrans en famille sans culpabilité. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas une fatalité. Vous êtes, la première génération de parents d'enfants connectés aux réseaux sociaux. C'est normal de tâtonner, d'ajuster et de, douter. Je vous rappelle les 2 livres dont on a parlé aujourd'hui. Les écrans, ça s'apprend d'Amélia Matar chez Vuibert. Faire la paix avec nos écrans de Virginie Sasson et François Saltiel chez Flammarion. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.